Très heureux de vous accueillir. Au niveau des consignes, un petit rappel. Donc, le webinaire est enregistré. Ça permettra de le mettre en ligne après, de pouvoir le consulter. Et puis, voilà, au niveau des questions, n'hésitez pas à poser vos discussions au fur et à mesure des présentations. Vous pouvez utiliser le fil de discussion Teams ou lever la main. On vous transmettra directement la parole. Voilà, au niveau du programme, donc on va commencer par une présentation des structures et des différents correspondants. Ensuite, on attaquera la thématique du jour, donc enjeux de cybersécurité pour les entreprises de la filière énergie. Questions-réponses, ben voilà, on garde quand même un temps de questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et puis, on terminera sur le programme des prochains webinaires, hein, voilà, webinaire du mois de juillet. Voilà, donc au niveau des structures, donc, je vais laisser la parole aux différents correspondants. On a des correspondants au niveau ANSSI, au niveau Campus Cyber et au niveau du CSERT. Hugo, je vais te laisser la parole peut-être pour présenter rapidement l'ANSSI et te présenter. Oui, bonjour, merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Hugo Longuepé, je suis le délégué régional de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité et système d'information, qui est vraiment l'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, avec 5 missions majeures orientées vraiment aux côtés sur les aspects défensifs de la cybersécurité. Donc, nous, notre cœur de cible reste toujours les entités les plus critiques pour la survie de la nation. Ce sont les OIV, les OSE, les grandes administrations, notamment sur des filières extrêmement critiques. On aura l'occasion de revoir que sont les filières énergie nucléaire. Et donc, voilà, le double positionnement aussi interministériel auprès des services du Premier ministre par l'intermédiaire du secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. Je vais laisser la parole à mon camarade Camille. Merci Hugo, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc moi je m'appelle Camille Dezonnois, je suis en charge de l'incubateur de start-up du campus Cyber Hauts-de-France et Métropole. Et pour vous donner l'histoire du campus, en fait c'est un projet qui est national de base. Donc vous avez le campus cyber national qui est à Paris et l'objectif c'était de pouvoir créer des campus cyber régionaux dont on fait partie, on a été premier labellisé, pour pouvoir créer justement de la proximité avec des acteurs comme les collectivités, comme les PME. Donc aujourd'hui, il faut nous voir comme un centre de ressources cyber ici en région, comme un point de contact, et on adresse toute typologie d'acteurs, de l'association, start-up, laboratoire de recherche, PME, TI, et j'en passe. Je vous propose aussi de parler du CSERT et je donne la main à Valentin. Valentin. Bonjour à tous, Valentin Gruson, donc je suis analyste en cybersécurité au CSERT de France. Donc le CSERT de France, c'est tout simplement en fait une équipe de réponse à incidents de cybersécurité sur la région. Donc c'est un centre que vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas d'incident de cybersécurité au niveau de votre entreprise. Et voilà pour la présentation rapide du CSERT. Bonjour à tous, je suis Sébastien Douard, directeur opérationnel du pôle Médée. Le pôle Médée, c'est la structure en région de France qui est dédiée à la R&D et à l'innovation dans le domaine de l'énergie électrique. On accompagne les entreprises, les territoires, les institutionnels, notamment les académiques, sur tout type de projet, de la simple idée jusqu'à la valorisation du projet lorsqu'il est terminé. On recherche des partenaires, des financements, qu'ils soient en France ou à l'international. On a 4 marchés, les réseaux énergétiques intelligents, les énergies renouvelables et le stockage, l'efficacité énergétique des process industriels et la mobilité électrique. Nous avons la particularité de disposer d'un comité scientifique qui est composé de manière paritaire entre membres académiques et membres industriels afin de vous accompagner toujours dans l'élaboration de vos projets. Je passe la parole maintenant à Magali. Oui, bonjour à tous. Donc Magali Tribondo, chef de projet à la CCI Hauts-de-France. Donc je co-anime avec Philippe Stahl Nucléaire Hauts-de-France, qui est un programme d'accompagnement des entreprises vers la filière nucléaire. Donc l'objectif, il est triple, c'est à la fois de faciliter l'accès au marché via
le lien avec les fiches marché que l'on met en ligne via la communauté CCI Business Hauts-de-France. Et c'est aussi vous accompagner les entreprises sur la filière, notamment en particulier sur le respect des certifications et aussi le côté, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous apporter un petit peu des informations sur les aspects réglementaires et autres, et notamment au niveau de la cybersécurité, et puis animer, valoriser la filière, notamment dans le cadre de rencontres B2B ou d'animation via, on a aussi un pavillon spécifique sur le WNE et au niveau de la filière nucléaire. Donc voilà, on vous a mis un petit peu tous les éléments, mais de toute façon, vous aurez aussi toutes les informations via CC Business et notamment les replays des différents webinaires que l'on organise. Merci Magali. Au niveau du programme, maintenant, je vais passer la parole à Hugo pour entamer la présentation de la thématique. J'ai le temps de reprendre la main sur la présentation. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez notre écran du coup? Oui, mais il n'est pas en plein écran. Oui, c'est parfait maintenant. On met tout au début. Ah oui, tout à fait. On repart du début, c'est mieux. Alors, l'objectif aussi, dans un premier temps, c'est de recontextualiser un petit peu, de savoir de quoi on parle. Et c'est aujourd'hui de vous mettre un peu, replanter un peu le décor sur l'état de la menace tel que nous, on l'observe au sein de l'ANSSI. Il y a en termes de profil d'attaquant et de finalité, on a un peu ces trois grandes catégories dont on a aujourd'hui. On a les groupes de cybercriminels qui aujourd'hui qui représentent aujourd'hui ce qu'on appelle la menace de masse, la cybermenace de masse. Ce sont des groupes cybercriminels qui sont essentiellement motivés par des finalités lucratives, pour faire de l'argent. Et dans ce contexte-là, ils utilisent de process type attaque par rançongiciel, type exfiltration de données, c'est ce qu'on a vu beaucoup ces derniers mois, parce que ce sont des informations qui valent cher, qui se revendent très bien sur les différents marchés, et du coup, ce sont des données qui sont extrêmement recherchées. Donc, on a vraiment ces acteurs-là qui sont particulièrement actifs, et eux, dans cette finalité de menace de masse, c'est rechercher vraiment l'ensemble des victimes qui sont les moins sécurisées, les moins protégées, donc qui sont plus facilement vulnérables, plus facilement accessibles. Dans ce contexte-là aussi, ce sont des cyberattaquants qui veulent faire du gain lucratif rapidement. Donc pour eux, tout l'enjeu, c'est d'aller taper sur les plus petits pour justement faire justement du profit, sans forcément parler de gains à plusieurs millions d'euros. C'est pas forcément le cas. On a un peu cette image où c'est faire des petits profits, mais sur un nombre d'acteurs assez conséquent, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'entités, ce qui fait au final un préjudice important. Donc là, on est sur cette première finalité d'acteurs qui représente la menace de masse. À côté de ça, on a une menace qui est plus stratégique, qui est souvent incarnée par les agences d'État, les pouvoirs, les cybercombattants, les différents États, les différentes nations, qui sont plutôt motivés par des finalités un petit peu plus stratégiques, géopolitiques, et qui vont utiliser des activités d'espionnage, justement soit pour récupérer du savoir technologique. On sait qu'au niveau français, on a quand même des filières de savoir-faire d'excellence, et la filière nucléaire, on est particulièrement exposé sur cette énergie de sens large, et nucléaire sont particulièrement exposés par rapport à cette typologie de menace. Là, par contre, on a des acteurs qui, eux, sont assez organisés, qui ont des moyens assez conséquents. Donc, pour le coup, eux, ils sont vraiment. C'est pas un problème pour eux de passer plusieurs mois, voire plusieurs années à monter une opération particulière pour arriver à leur fin. Et on est vraiment sur des attaques au long cours, ce qui n'est pas forcément le cas des groupes criminels qui sont uniquement motivés par du lucratif. Là, on est sur des choses qui sont extrêmement pointues dans cette finalité-là. En troisième lieu, on a aussi tout ce qui va être lié au sabotage et à la déstabilisation. Là, on s'inscrit vraiment dans les conflits majeurs qu'on connaît à l'heure actuelle, notamment le conflit russo-ukrainien, israélo-palestinien. Et là, on a vraiment la finalité, c'est essayer
de mener un certain nombre d'actions qui sont particulièrement, qui sont pas forcément toujours très impactantes, mais en mener un nombre assez important pour maintenir un climat anxiogène et d'une certaine manière faire perdre un petit peu la confiance que les citoyens peuvent avoir envers leur nation, vers leur pouvoir public. Donc ça, c'est vraiment cette chose cette typologie de finalité qui est recherchée. Là, on a des actions, des typologies, des attaques par déni de service qui ne sont pas des actions d'incidents extrêmement pointues. On est plutôt, si je fais une analogie en matière d'accidentologie, on est sur du embouteillage, pas sur du carambolage. Donc là, pour le coup, mais ce sont des attaques par déni de service. Le principe, c'est d'envoyer tellement de requêtes sur un service web qu'il est rendu indisponible pendant quelques minutes, voire quelques heures. Et là, ce qui est recherché, c'est d'aller justement profiter, faire un petit peu de l'emballement médiatique sur ce type d'attaque et un peu cette mise en lumière, cette reprise médiatique, cette couverture qu'on peut avoir, c'est ce qui est vraiment recherché dans cette finalité aussi de déstabilisation. C'est l'écho assez important que cela peut représenter. Et là, encore une fois, on a aussi des enjeux d'aller attaquer des cibles qui sont un peu plus visibles, qui sortent un petit peu du lot, justement par cette amplification médiatique. Et là, encore une fois, la filière énergie fait partie aussi des filières qui sont particulièrement exposées sur cette finalité. L'avantage, d'une certaine manière, l'avantage entre guillemets sur la filière énergie au sens large, on n'a pas trop à se poser de questions sur quelle menace elle est concernée. Elle est concernée par toutes les menaces. Ce n'est pas forcément rassurant, mais c'est un fait. Sur le volet, un peu sur le panorama cybermenace globale, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment de manière assez synthétique. Dans un premier temps, c'est qu'on est vraiment sur cette finalité de lucrativité, de déstabilisation, d'espionnage qui ressortent particulièrement, qui sont imposés aussi par les groupes de cybercriminels qui sont très actifs. Et des attaques aussi, ça c'est des choses qui ont été faites. Nous, on ne fait pas au niveau de l'ANSSI parce que faire de l'attribution à des d'attaques en disant c'est telle ou telle nation qui nous attaque, ça c'est quelque chose qui est du ressort du président de la République. Nous, on fait de la caractérisation technique. Néanmoins, le président de la République a eu à plusieurs reprises l'année dernière, a fait une d'allocution, a parlé ouvertement d'attaques qui est imputée à des États comme la Russie et la Chine, ce qui montre quand même une implication assez forte de ce type d'attaque. Un élément aussi important. Oui. On a une première main levée. Je vais peut-être passer la parole à Michel. Pas de souci, oui, pas de souci. Michel, vous aviez une question? Vous pouvez ouvrir votre micro. Non, mais je pense qu'il n'y a pas la possibilité d'ouvrir le micro, en fait. Donc, peut-être Désolé. mettre les éléments dans la conversation. Ouais. Dans le fil de discussion. Ah oui, effectivement, c'est pas ouvert. Donc, désolé, Michel, mais il va falloir passer par le fil de discussion. À ce moment-là, je retransmettrai la question. Désolé. Okay, désolé, Hugo, je te laisse poursuivre. Pas de souci. Un élément aussi important, c'est qu'il faut bien prendre conscience qu'on est sur une menace de masse. Donc on utilise beaucoup cette analogie de pêche au chalut, en fait, parce que c'est vraiment des attaques d'ampleur qui ont vocation à toucher vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est une petite entité, une petite société, une petite entreprise qu'on doit s'estimer ne pas faire partie des cibles des cyberattaquants, parce que les attaquants aujourd'hui, ils s'adaptent vraiment en fonction de la cible de la victime. On ne va pas demander plusieurs millions d'euros à une TPE qui n'a pas les moyens. Par contre, on va avoir une adaptation si on est par exemple sur du rançongiciel, on va avoir une adaptation où on va demander quelque chose qui sont de l'ordre de quelques milliers d'euros, parce que l'intérêt aussi, c'est que la victime paye, justement, toujours dans cette finalité aussi lucrative. Donc pour l'élément, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est que vraiment aujourd'hui, on a beau être une grosse entité ou une petite entité, on ne peut pas dire qu'on est à l'abri face à ces cybercriminels, parce que justement, ils cherchent aussi à atteindre des cibles faciles. Un point aussi d'élément important là-dessus, parce qu'au niveau de l'ANSSI, on a nous aussi, on voit, nous, on est régi par la stratégie nationale de cybersécurité qui a été présentée en début d'année donc par la ministre Anne Le Hennauf, qui elle-même découlait de la revue nationale stratégique présentée par le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale l'année dernière. Un élément aussi que nous, on identifie, c'est que on peut aussi tout à fait, et ça c'est repris aussi par notre directeur général dans plusieurs de ces
de ces prises de parole, notamment au niveau des commissions parlementaires ces derniers mois, c'est qu'on estime tout à fait crédible le fait d'être confronté à une menace d'ampleur nationale qui aurait vocation à paralyser un pays dans son intégralité. Ça, c'est un scénario qu'on estime tout à fait crédible. Et je vous le mentionne également parce qu'on a eu un cas, alors pas forcément français, mais c'est un cas assez récent qui a connu la Pologne en décembre l'année dernière, où la Pologne a été, selon effectivement l'équivalent de l'ANSSI polonaise, la Pologne a aussi été victime d'une attaque d'ampleur, d'un ensemble d'actions coordonnées qui qui ont visé spécifiquement la filière énergie, avec des actions coordonnées sur les entités de production d'énergie, d'électricité, les entités de distribution d'énergie, d'électricité aussi. Voilà, donc ils sont vraiment passés très très proches d'un blackout complet. Donc c'est aussi un élément de contexte un peu particulier par rapport à la filière, à votre filière aussi. On a aussi cet enjeu-là, tout particulier, d'exposition, qu'on n'aura peut-être pas forcément sur toutes les filières, mais qui est d'autant plus vrai avec les marqueurs que je vous indiquais là, pour cette exposition face à cette cybermenace. Aujourd'hui, sur les principaux vecteurs de compromission qu'on voit, encore à l'heure actuelle, on reste un peu sur ce triptyque, ce trio d'hameçonnage, de vulnérabilité logicielle et de lien numérique avec les fournisseurs. Sur l'hameçonnage, on est vraiment, je pense que tout le monde le connaît, donc je vais passer assez vite là-dessus en montrant quelques exemples un peu particuliers. Donc on avait le premier exemple classique de l'hameçonnage par mail, les faux mails, le phishing, le faux mail d'hameçonnage qui sont envoyés, qui sont maintenant extrêmement qualitatifs et notamment, et c'est vrai que l'intelligence artificielle n'est pas exclue de ça, donc a joué un rôle aussi dans ce volet-là. Donc on a tout un ensemble aussi de campagnes d'hameçonnage qui sont aujourd'hui très très propres, très bien faites. On peut vraiment aujourd'hui tous se faire avoir par rapport à ça. Il y a aussi, au-delà un peu de l'hameçonnage un peu générique, ce qu'on voit aussi, c'est du spear phishing, c'est de l'hameçonnage ciblé. L'idée, c'est de faire de l'hameçonnage, mais pas forcément à tout azimut, mais de cibler sur des entités en particulier, de faire des campagnes d'hameçonnage ciblées parce qu'on veut justement rentrer plus dans cette entité plutôt qu'une autre. Et là, c'est pareil, c'est aussi vos entités, sachant qu'on est quand même sur un secteur particulièrement critique, peuvent faire aussi l'objet de ce type d'hameçonnage ciblé, encore une fois, qui peuvent utiliser de l'ingénierie sociale, qui peuvent utiliser tout un ensemble de faisceaux pour justement vous mettre en confiance et faciliter en fait l'entrée dans un système d'information par un poste. Et c'est une première étape, c'est pas forcément la finalité du phishing, mais le phishing peut être un point d'entrée pour une action d'ampleur qui va se dérouler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Autre exemple, ça c'est un élément, toujours faire un peu attention à qui vous envoie, quelle est l'adresse un peu qui est utilisée là-dessus. C'est toujours un élément important. Autre point, ce qu'on appelle le typo squatting. Alors ça, c'est quelque chose qui heureusement a été détecté suffisamment tôt, mais qui aurait pu faire des dégâts. C'est effectivement les typo squatting en tant que tel, c'est le fait d'utiliser des adresses ou des URL qui sont assez proches de ce que vous avez d'adresses mail qui sont assez proches des noms de domaine, on va dire, qui sont assez proches de choses très connues, pour lesquelles il y a une lettre qui change. Et ça, c'est un petit malin, justement, il y a 2 ans, avait eu l'idée, cette personne avait envie de déposer couve avec un Q.fr au lieu de couve, qu'on remplace le Q par le G. Et quand on regarde en termes de typo, en termes de rendu, là, pour le coup, on était vraiment sur quelque chose qui aurait pu faire beaucoup de dégâts, parce qu'on ne voit absolument pas, là on passe vite, il y a un pixel de différence qu'on s'est souligné, donc là on est quand même sur quelque chose qui aurait pu faire beaucoup de dégâts. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Attention aussi à tout ce qui est variance, ce qu'on appelle le juice jacking, c'est-à-dire quand on veut recharger son téléphone sur les prises USB qu'on va trouver dans les lieux publics. Donc là, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. On peut avoir un attaquant qui en profite pour récupérer les informations au passage. Donc là, toujours plutôt privilégié, on va dire le bon vieux chargeur électrique
en tant que tel. Encore quelques points, parce qu'on voit aussi beaucoup de choses aussi liées aujourd'hui au QR code, full QR code sur des faux PV, des faux sur des petites fiches laissées sur le pare-brise, des faux QR codes aussi placés. Là, on a sur la photo du milieu, on a un exemple de QR code superposé au QR code original qui permet d'aller détourner des informations avant d'être envoyé sur le site original. Et après, tout ce qui va être lié un peu à l'actu. Donc là, sur effectivement, tenter d'emporter la Coupe du Monde, le ballon de la Coupe du Monde. Voilà. On ne sait pas, la difficulté vraiment du QR code, c'est qu'on ne sait pas vraiment déterminer ce qu'il y a derrière avant de l'avoir flashé. Donc ça, c'est pareil, ce sont des vecteurs qui sont extrêmement utilisés. Un point sur le côté vulnérabilité logicielle, juste pour rappeler en fait qu'on est aujourd'hui toutes les plateformes, que ce soit Microsoft, Apple, que ce soit sur du Cisco, que ce soit du Linux, tout est aujourd'hui fait l'objet de campagnes de malware spécifiques. On a des malwares qui sont utilisés, qui sont dédiés à tout ce qui est tout l'environnement Linux, que vous pouvez entendre encore aujourd'hui, c'est-à-dire moi, j'utilise Mac, je suis à l'abri, ou j'utilise Linux, je suis à l'abri. C'est plus vrai du tout. Ça, c'est vraiment statistiquement, il y a beaucoup plus d'utilisateurs Microsoft, donc on a beaucoup de choses sur Microsoft, mais ça reste qu'une statistique. On ne peut pas se dire d'être à l'abri par rapport à ça, parce qu'on a des campagnes ciblées. Et nous, au niveau du centre de réponse incident de l'ANSSI, le CERT-FR, on publie quotidiennement des bulletins d'alerte et on voit après que toutes ces plateformes-là font objet d'actions malveillantes particulières. Un point aussi là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose d'assez, c'est un facteur assez inquiétant d'une certaine manière, c'est le fait d'avoir des vulnérabilités quand elles sont découvertes. On a constaté aussi qu'elles sont aujourd'hui très très rapidement utilisées. Une vulnérabilité découverte, vous pouvez, il y a encore un ou deux, vous pouvez se dire, on a encore quelques jours pour s'adapter à qu'elle soit utilisée. Aujourd'hui, une vulnérabilité, lorsqu'elle est découverte, elle peut être, un attaquant peut l'exploiter dans quelques heures après. Donc ça, c'est vraiment particulier. Un point aussi, hormis ça, parce qu'on le répète assez régulièrement, on voit encore des cas où on a des entités qui sont victimes de cyberattaques, notamment sur des vulnérabilités logicielles qui sont connues, pour lesquelles il existe des correctifs, mais qui ont quand même été victimes parce qu'ils n'ont pas été suffisamment réactifs dans le déploiement des correctifs de sécurité. Donc là, toujours un point particulier, vigilance particulière là-dessus. Sur le volet vecteur compromission, là, il y a énormément de choses qui se passent sur le volet supply chain. Donc ça, toute la supply chain, en fait, c'est toutes les dépendances numériques qu'on peut avoir, que peut avoir une entité avec toute sa chaîne de prestataires, de fournisseurs, prestataires, etc. Et énormément d'attaques passent par ce biais supply chain aujourd'hui parce que ça permet d'impacter. On ne va pas forcément, si je recontextualise par rapport à votre filière, plutôt que d'attaquer une grosse entité qui est suffisamment protégée, on va plutôt essayer de passer par sa chaîne de prestataires. Et ce n'est pas forcément ses prestataires de rang 1, ça peut être ses prestataires de rang très éloigné pour justement perturber, monter une action particulière parce qu'en général les prestataires sont moins sécurisés et donc c'est plus facile de passer par ce vecteur supply chain que d'aller attaquer effectivement l'entité d'ordre original et ça peut causer autant de dégâts en passant par ce biais de supply chain. Je ne sais pas si on a des questions, Philippe. Non, il n'y a pas de questions dans le film et j'ai rappelé qu'on pouvait poser les questions au fur et à mesure. Voilà, je te laisse poursuivre. Je poursuis. Un point maintenant sur l'état de la maturité cyber. Je vous ai mis en fait ici un baromètre. Je parlais du baromètre de l'ANSSI. Là, c'était une étude qui était assez éloquente et qui s'inscrit vraiment dans ce que nous constate aujourd'hui. C'est un peu ce décalage entre une fausse perception de maturité cyber au niveau des TPE, PME, alors par rapport à leur maturité réelle. Quand on interroge une entité en disant quelle est un peu votre maturité cyber, vous disent oui, on est pas mal, on estime qu'on a un bon niveau. Et dès qu'on commence à poser des questions, entrer un peu plus dans le sujet sans forcément aller très loin, est-ce que vous savez qui appeler en cas de crise? Est-ce que vous avez formulé une fiche réflexe spécifique? Est-ce que vous savez comment réagir face à une cyberattaque? On se rend compte que ces personnes, finalement, en fait, elles ne savent pas. Elles n'ont pas de cette maturité-là. Donc, ce qui est inquiétant d'une certaine manière, c'est cette fausse perception de maturité, au final, qu'on n'a pas. Parce que là, autant quand on a une maturité faible et quand on sait, on peut être plus vigilant. Par contre, on va peut-être, quand on n'a pas cette
cette bonne perception, on va se croire faussement en sécurité, alors que c'est pas vrai du tout. Et c'est là où aujourd'hui il faut vraiment travailler pour faire cette montée, corriger un peu, prendre conscience de ce décalage-là et surtout travailler sur la maturité cyber pour justement l'augmenter d'une certaine manière, enfin l'augmenter au fur et à mesure. Là-dessus aussi, je passe là-dessus. Nous, on a un peu notre baromètre aussi de maturité. On l'a fait de manière assez schématique et c'était l'objectif. On a une échelle un peu sur 5 niveaux de maturité qui va de insuffisant jusqu'à optimal. On a un petit test que vous pouvez faire aussi. Vous avez le lien qui est disponible. Vous pouvez flasher le QR code qui vous renvoie vers la page où vous avez ce petit test de maturité qui prend 5 minutes. Ça vous permet justement de savoir un petit peu où vous en êtes au sein de votre entité en termes de maturité. Si vous avez, et justement, c'est quelque chose que nous on utilise beaucoup pour justement faire prendre conscience de ça. On a sur ce volet un peu statistique, voilà, ça c'est des chiffres qui sont assez récents parce que je les ai pris, c'était mardi. Donc on a sur à peu près 12 000 tests qu'on a pu faire de maturité. On a quand même une tendance nationale et la tendance Hauts-de-France est donc là, on est sur toutes les filières confondues, mais si on a des fils particuliers, c'est un petit peu vrai sur toutes les filières concernées. On a quand même que 20% des entités qui ont une maturité qui est confirmée ou optimale. On a quand même 80% des entités qui dénotent en fait une maturité qui va de insuffisant à intermédiaire. Et sur cette population-là, il y a encore des choses à faire, il y a encore des actions à mener qui ne sont pas forcément très complexes, qui ne sont pas forcément très coûteuses et qui peuvent permettre de les faire monter en maturité avant d'arriver sur des choses beaucoup plus techniques comme des audits, voilà, comme un certain nombre de choses sur des solutions avant de passer un petit peu à l'échelle. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est que il y a des choses à faire aussi là-dessus pour se mettre le pied à l'étrier en termes de maturité et aussi et progresser petit à petit. Un point aussi particulier, c'est qu'aujourd'hui, on le dit souvent, mais c'est bien aussi de le rappeler, c'est que encore dans beaucoup de cas, le risque cyber est considéré comme un risque technique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est vraiment un risque qui doit être considéré comme stratégique et qui, voire même potentiellement vital pour un certain nombre d'entités. Il faut vraiment, c'est un sujet de gouvernance avant tout. Avant d'être un sujet technique, c'est un sujet de gouvernance qui doit être traité au plus haut niveau d'une entité. C'est aussi dans ce contexte-là qu'a été votée en décembre 2022 la directive NIS 2, donc NIS Network and Information System Security, NIS V2, qui existait avant. Donc c'est une directive européenne votée en décembre 2022, qui est encore en phase de transposition en France, mais dont l'objectif c'est un peu le volet réglementaire face à la réponse un peu réglementaire face à cette cybermenace de masse. On a besoin aujourd'hui d'être collectivement beaucoup plus à l'abri de cette menace de masse, d'où le fait d'avoir imposé un certain nombre de choses. Alors, le principe de NIS 2, ça concerne 18 secteurs d'activité qui sont affichés à l'écran, et vous avez notamment ce secteur qui sont organisés en deux catégories, qui sont les secteurs hautement critiques et les secteurs critiques. Et vous avez en haut à gauche l'énergie qui est vraiment considérée comme un secteur critique à part entière. Dans ce secteur-là, on a effectivement un certain nombre de sous-secteurs qui sont concernés par justement cette directive. Donc le principe de NIS 2, c'est trois choses, trois principes fondamentaux, l'obligation de se déclarer pour les assujettis, l'obligation de déclarer les incidents majeurs pour lesquels une entité serait concernée, serait victime, et troisième, c'est l'obligation de mettre en œuvre un référentiel d'exigence particulier de recommandation qui a à la fois de la gouvernance, du technique et de la résilience. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail aujourd'hui du webinaire, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est aussi de vous mettre un petit peu en avant, parce que même si on voit un petit peu les seuils qui sont déterminés il y a trois principes, ce soit c'est le nombre de collaborateurs d'une structure, son chiffre d'affaires, son bilan annuel. Nous, en fait, côté énergie, il fait partie de l'annexe 1 qui représente les entités, les secteurs hautement critiques. Même si on a des petites entités, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si on a des petites entités, si vous êtes moins de 50
si vous êtes moins de 50 collaborateurs au sein d'une structure, donc non concernés directement par le réglementaire. Ce qui va se passer, c'est que si vous travaillez pour des entités qui sont elles-mêmes assujetties, elles auront l'obligation d'imposer des règles de cybersécurité à toute leur chaîne de prestataires. Parce que le IS2 a aussi vocation à embarquer un peu tout le vecteur à répondre un peu au vecteur de compromission supply chain que j'évoquais tout à l'heure. Donc là aussi, il y a des choses à faire, même si pas concerné réglementairement en tant que tel. D'une façon indirecte, vous serez également concerné par ce biais-là. Nous, on travaille aussi également sur ce volet montée, création d'une colonne vertébrale avec différents niveaux d'exigence. Là, on est en train de le définir à l'heure actuelle. C'est vraiment le niveau basique qui sont les premières mesures d'hygiène informatique pour vraiment le niveau de base pour tout le monde. On souhaite être le niveau de base pour tout le monde. Et après, les niveaux d'exigence attendus pour ceux qui seraient dépendants, assujettis à la directive NIS2, avec les référentiels EI, entité importante et entité essentielle. Voilà, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais c'est quand même bien de l'avoir en tête dès à présent. On a notre plateforme aujourd'hui qui est spécifique pour toutes les questions par rapport à NIS2. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de monter en maturité le plus possible. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place la plateforme Mes Services Cyber l'année dernière, qui ressemble tout un ensemble de ressources qui sont des ressources gratuites de l'ANSSI que l'on met à disposition des différents écosystèmes. Et notamment, vous allez trouver toutes les ressources qui vous permettent à la fois, qui sont organisées par catégorie, pour monter en compétence sur le volet sensibilisation, formation, sécurisation, donc réagir en cas de cyberattaque. Donc ça, c'est une plateforme qui est également à votre disposition. Et aussi dans ce cadre-là, puisque tout à l'heure j'évoquais les entités qui seraient d'une maturité entre insuffisant et intermédiaire, nous, on a aussi mis en place le diagnostic cyberdépart, qui est un diagnostic accompagné qu'on fait, pour qui on a un pool d'aidants cyber, et notamment on a le concours du CISERT ou du campus cyber dans ce dispositif-là. Vous pouvez disposer d'un diagnostic gratuit qui prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie, qui peut se faire soit en présentiel, soit en visio. L'objectif de ce diagnostic, c'est en fonction de votre situation, de la situation de votre entité, c'est de ressortir les 6 recommandations prioritaires qui peuvent être facilement mises en œuvre pour justement initier une démarche de montée en maturité cyber et pour aussi décliner après, a posteriori, une feuille de route qui pourrait être mise en place là-dessus. L'ANSSI ne travaille pas toute seule aussi dans ce contexte-là. Nous, on s'articule énormément sur nos écosystèmes locaux et c'est ce qui fera un peu la transition avec le campus, c'est notamment les campus cyber régionaux au sens large sont les premiers interlocuteurs de l'ANSSI, notamment sur tout ce qui est le volet accompagnement des entités, tout ce qui va être professionnels de la cybersécurité, qui ont besoin d'être accompagnés pour les démarches à effectuer. On s'articule énormément avec le campus cyber sur tous ces aspects-là. Et ça fait une bonne transition pour laisser la parole à Camille. Voilà, je ne sais pas si est-ce qu'on a des questions avant de passer la parole à Camille. Non, pas de questions pour le moment, mais j'ai fait une petite relance là par message. Donc voilà, s'il y avait des questions, voilà, je n'hésiterai pas à vous interrompre. Merci. Parfait, merci beaucoup. On change juste de support. Attendez, ça change un peu de mon côté. Hop. Normalement, vous voyez ma présentation en plein écran. Est-ce que c'est beau? Très bien. Parfait. Comme vous venez de le voir, tout le monde est concerné par la cybersécurité et c'est vrai que c'est un sujet qui, des fois, peut faire peur, qui peut être difficile d'appréhension, mais ce qui est hyper important de savoir, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'il existe des structures pour vous accompagner, comme Hugo vient de le dire, et dont fait partie le campus cyber des Hauts-de-France, mais aussi le CISERT de France qui se présentera juste après. Pour représenter le campus, donc nous, en gros, on a 4 grandes missions. Qui n'a pas forcément d'ordre, mais la première, je vais en parler parce que c'est mon métier, c'est innover. Donc le but, c'est de favoriser l'émergence de nouvelles solutions technologiques pour venir sécuriser vos systèmes d'information. Donc pour ça, on a des programmes d'accompagnement pour les startups.
Il y a le sujet aussi de la formation, où on vient en soutien des organismes de formation pour faire monter les contenus en termes de qualité, mais aussi on propose des formations pour les professionnels sur les sujets cybersécurité. Mobilisation, notre but aussi, c'est de pouvoir fédérer toutes les entités. On parle bien entendu que ce soit des entreprises cyber, mais aussi des entreprises qui ne sont pas cyber, mais qui veulent être sensibilisées à ce sujet. Et la mission d'opérer, qui là, pour le coup, est partagé avec le CISERT et qui se présentera juste après. Ce qu'il faut retenir, donc on est positionné à Lille, on est un hub régional des acteurs de la cyber, on a un réseau de plus de 70 membres, un des plus grands incubateurs de start-up en France, et on a aussi un lieu événementiel où on organise pas mal d'actions, notamment que ce soit dans le cadre du Cybermois qui a lieu en octobre ou tout au long de l'année. On a aussi un super outil qui s'appelle la CyberEng, qui nous permet en gros de pouvoir former des experts cyber, en gros, il faut voir ça comme un bac à sable, et qui nous permet de matérialiser un système d'information pour pouvoir justement créer des exercices, que ce soit des exercices techniques, mais aussi des exercices non techniques. Typiquement, on peut parler d'un exercice de gestion de crise, où là, le but, ça va être de former plutôt un comité de direction, un COMEX, ou les gens qui composeront cette cellule par la suite en cas d'incident. Donc, je vous ai mis l'équipe. Dans tous les cas, vous aurez les slides. Le but, c'est que vous puissiez, alors je vous rajouterai les mails, mais que vous ayez les coordonnées de chacun, que vous puissiez avoir les points de contact si jamais vous avez des sujets. Et je trouvais que c'était important aussi de vous résumer un peu, voilà, qu'est-ce que le campus cyber pourrait proposer à vous en tant que participant à vos entités. Alors, à savoir qu'on est une structure qui est sur fonds publics et du coup, pas mal de nos services aussi sont gratuits et peuvent être activés très facilement. Le premier, c'est l'aspect sensibilisation. Comme Hugo l'a très bien dit tout à l'heure, la plus grande faille, elle est humaine et non technique. On l'a vu par le phishing, par le spear phishing, et puis autant côté campus cyber, on innove, les côtés menaces et côté attaquants, on innove aussi, et on découvre tout le temps de nouvelles techniques d'attaque. Et le but, c'est de pouvoir mettre un peu à jour vos collaborateurs là-dessus en vous donnant les bons réflexes, les bonnes pratiques qu'il faut avoir, que ce soit en amont d'un incident, mais que ce soit même pendant l'incident. C'est des choses qu'on fait gratuitement, qu'on peut faire pour vos collaborateurs. Et ce qu'on aime bien faire aussi pour sortir un peu des discours descendants, c'est que généralement, on mêle ça à un petit côté ludique avec des démonstrations, que ce soit de hacking, que ce soit de déchiffrement de mots de passe, pour que vos collaborateurs comprennent comment l'attaquant fonctionne et du coup soit en meilleure position pour pouvoir se protéger puisqu'elle a cette compréhension de l'acteur qui est en face. Alors, j'ai été très mauvais élève parce que je n'ai pas mis à jour cette slide, mais mon NetCyber, c'est le dispositif CyberDépart dont Hugo a parlé tout à l'heure, dont on fait partie. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Donc, ça, comme Hugo l'a dit, un rendez-vous d'1h30 qui permet de faire un état des lieux de votre posture cyber et de pouvoir tout de suite en dégager des premiers axes. Moi, j'adore ce dispositif parce qu'on ressort vraiment avec des choses qui sont concrètes et très facilement... c'est rapide à mettre en place. On n'est pas sur des choses qui sont très onéreuses et c'est vraiment un bon point de départ pour commencer à adresser ces sujets. On propose aussi des tests d'intrusion. Donc là, en gros, c'est un outil technique de vos systèmes d'information. Donc, on a des financements européens aussi qui permettent de financer une partie de cette prestation à hauteur de 50%. Donc là, on a une offre jusqu'au 30 juin, mais au plus tard dans l'année et sur les prochaines années, il y aura aussi d'autres financements européens qui pourront venir s'adosser à ce type de prestation et qui viennent financer cette posture cyber. On fait aussi des exercices de gestion de crise. Donc là, le but, c'est vraiment, on n'est pas du tout sur le volet technique. Le but, c'est de se mettre dans une salle pendant une journée et d'être dans un environnement à haute tension. Et en gros, on vient simuler une attaque. On a plusieurs scénarios, dont un, par exemple, dans un hôpital. Et le but, c'est à la fin de la journée que l'hôpital ne soit pas fermé. Les participants de cette cellule de crise vont recevoir plein de stimuli au cours de la journée. Et l'objectif, c'est vraiment de commencer à forger, à travailler ces réflexes pour que, malheureusement, le jour où ça nous arrive, qu'on puisse être beaucoup plus efficient dans la réponse à cet incident et forcément limiter les dégâts, que ce soit sur notre production, que ce soit sur les résultats de l'entreprise, tous les autres impacts que peuvent amener une crise cyber. Aussi, généralement, quand on veut chercher des prestataires, des solutions cyber, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. On a fait un petit travail qui peut être super utile pour vous, c'est qu'on a cartographié l'ensemble des acteurs de la région qui proposent des services de cybersécurité. Donc, vous pouvez retrouver cette cartographie sur notre site. Il y a plus de 150 acteurs régionaux référencés.
que ce soit pour de la prestation de service, que ce soit pour l'achat de logiciels. Vous avez un petit système de filtres, vous pouvez même cibler par département si jamais vous voulez travailler avec un acteur local et qui est à côté de chez vous. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet que je n'ai pas indiqué mais je rajouterai, donc c'est hdf.campuscyber.fr. Aussi, ce qui peut être utile pour vous, et ça fait aussi partie des services gratuits, c'est si demain vous souhaitez recruter des profils cybersécurité, on a aussi un job board, on travaille beaucoup avec les écoles. Donc, si demain, dans votre roadmap, vous commencez à internaliser cette compétence et commencer à avoir des talents, que ce soit stagiaire, alternance, CDD, CDI, on peut aussi relayer vos offres d'emploi et vous aider à recruter et à diffuser aussi ces offres dans les écoles. J'en ai parlé tout à l'heure, on a aussi un incubateur de start-up et du coup, on est aussi en mesure de vous fournir des solutions souveraines et locales. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'on a aussi pas mal de nos startups qui proposent des solutions open source. Alors, qu'est-ce que l'open source? En gros, c'est des solutions qui sont disponibles en ligne gratuitement. Je vous ai pris par exemple 2 exemples, OpenCVE. Donc tout à l'heure, Hugo parlait des vulnérabilités matérielles. Donc c'est ce qu'on appelle une CVE. En fait, c'est la normalisation de ces failles de sécurité pour qu'on retrouve facilement de quelles failles on parle, de quel constructeur on parle et retrouver les correctifs, ce genre de choses. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser OpenCVE gratuitement qui vient en fait vous alerter quand vous êtes concerné par les failles et éliminer tout le bruit des failles qui ne vont pas forcément vous concerner, étant donné qu'on est en moyenne à 2500 CVE, je crois, par mois. Donc, ça permet d'éliminer tout le bruit et de vous concentrer vraiment sur votre parc matériel. Une deuxième startup qui s'appelle Hades, qui fait de la sécurisation d'Active Directory. Donc, Active Directory, en gros, c'est la sécurité sur Windows. C'est l'annuaire de Windows et c'est ce qui dit qui a le droit de faire quoi, pourquoi moi je n'ai pas le droit d'accéder au dossier DRH et d'accéder aux fiches de paye de mes collaborateurs par exemple, sans même le savoir quand vous vous connectez vous-même sur votre ordinateur, vous utilisez Active Directory. Aujourd'hui, il y a un scanner d'Active Directory à destination des PME et qui vous permet de remonter les vulnérabilités des chemins d'attaque et qui est complètement gratuit sur sa version open source. Et on propose aussi pas mal d'événements, dont le Campus Cyber Summit, qui est le 2e événement cyber en région après le Forum in Cyber. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'on n'est pas sur un événement qui ne s'adresse qu'aux professionnels de la cybersécurité, mais on adresse aussi les dirigeants de PME, par exemple, et on va aussi aborder des sujets, par exemple, sur tout ce qui va être autour de l'assurance cyber. On va forcément aussi parler de NIS 2, la potentielle responsabilité du dirigeant sur un incident cyber, que faire en cas d'incident cyber. On a aussi tout ce volet sensibilisation pour tout ce qui va être dirigeant d'entreprise. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Donc, on est situé à Lille. Je vous ai mis l'adresse mail générique où il y a toute l'équipe, donc campus@hdf.campuscyber.fr, et vous retrouverez aussi toutes les informations sur notre site hdf.campuscyber.fr. Et dans tous les cas, vous aurez à disposition cette présentation avec toutes les coordonnées de l'équipe. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous appuyer sur des acteurs comme nous pour pouvoir vous accompagner sur ces sujets qui, comme je l'ai dit au départ, peuvent sembler impressionnants. Il existe tout un écosystème qui peut vous accompagner là-dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Et si jamais il n'y a pas de questions, Philippe, je propose à Valentin de pouvoir prendre la main. Là, avec le Campus Cyber, on a plutôt parlé de l'accompagnement, on va dire, avant l'attaque. Et il existe aussi des dispositifs comme le CSIRT pendant l'attaque et après l'attaque. Et ça, Valentin va pouvoir aborder ces points. Merci Camille. Pas de nouvelles questions. Donc, Valentin, je te propose de prendre la main pour la suite. Oui, alors bonjour à tous. Alors, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit par mes collègues du campus et de l'ANSSI. Donc, alors nous, le CSIRT Hauts-de-France, donc on est l'équipe de réponse à incidents, aux cyberattaques, destinée en fait à tout ce qui va être TPE, PME, associations et collectivités territoriales au niveau de la région des Hauts-de-France. Donc on travaille en partenariat avec l'ANSSI, avec ce qui s'appelle le CERT-FR, qui est entre guillemets la tour de contrôle en matière de cybersécurité au niveau de la région. Donc aujourd'hui, nous, au niveau de la région, on a 4 missions de service public pour les bénéficiaires, donc dont les TPE et les PME. C'est un service entièrement gratuit.
C'est un numéro de téléphone que vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de problème en cas de problème de cybersécurité au sein de votre entreprise. On donne un exemple, par exemple, vous arrivez le lundi matin, vos ordinateurs sont complètement chiffrés, vous n'avez plus du tout accès à vos données, vous savez pas quoi faire, et ben vous pouvez nous appeler, on qualifiera l'incident, on verra avec vous comment trouver des solutions aux problèmes. Comment sortir de la crise également, comment gérer la communication, etc. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est en cas de cyberattaque majeure, on va dire, les petites cyberattaques, on va pouvoir vous accompagner à distance par téléphone. Sinon, on va vous mettre en relation avec des prestataires qui sont qualifiés chez nous. Donc ce sont des prestataires privés qui vont intervenir et qui vont résoudre l'incident chez vous. La troisième mission, c'est la facilitation avec les partenaires publics, notamment les équipes d'enquêteurs de la police et de la gendarmerie. Aujourd'hui, quand vous êtes victime d'une cyberattaque, il y a un dépôt de plainte à faire. C'est un dépôt qui peut parfois être un petit peu technique. Donc nous, on va venir vous appuyer pour faciliter justement cette mise en relation avec les équipes de police et de gendarmerie, mais aussi avec les équipes d'institutions publiques comme la CNIL, par exemple avec les respects des normes vis-à-vis du RGPD, notamment si vous avez eu des fuites de données, par exemple de clients, de fournisseurs, de prestataires, ou même de vos personnels qui ont fuité ou potentiellement fuité. Aujourd'hui, il y a des obligations de déclaration auprès de la CNIL à effectuer. Ça peut être également parfois une mise en lien avec le CRTFR lorsque c'est des incidents qui touchent des entités vraiment sensibles comme ils ont été présentés tout à l'heure. Et la dernière mission de service public, c'est une assistance et des conseils sur les normes et les conformités. Donc un premier avis, et ensuite on oriente vers le campus cyber, vers les services qui vous ont été présentés par Camille tout à l'heure. Pour revenir un petit peu sur les crises cyber, aujourd'hui, les PME et les TPE qui nous appellent, ils sont confrontés à 4 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le risque juridique, notamment de responsabilité contractuelle vis-à-vis de vos prestataires, de vos fournisseurs, mais aussi, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure avec la NIS 2, mais dans le futur, des sanctions en cas d'irrégularité et aussi vis-à-vis du RGPD. Un risque financier, forcément, notamment une perte de chiffre d'affaires. Ça, c'est dans les cas les plus graves. L'entreprise est complètement à l'arrêt. Plus on attend pour relancer le SI, le système informatique, plus le chiffre d'affaires en pâtit. Ça, c'est le cas majeur dans des cas de rançongiciel. D'un côté, vous êtes coincé parce que les criminels demandent une rançon qu'il ne faut pas payer, on le rappelle. De l'autre, vous ne pouvez plus redémarrer votre système informatique. Donc forcément, le chiffre d'affaires, plus vous mettez de temps à réagir, plus votre chiffre d'affaires en pâtit. Un risque réputationnel. Aujourd'hui, une fuite de données, pour vos clients, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça peut être une perte de confiance aussi de vos partenaires. Ils peuvent penser que vous n'avez pas assez mis les moyens pour sécuriser leurs données. Et ensuite, un risque de sécurité, parce que comme ça a été expliqué tout à l'heure, ça peut être utilisé pour rebondir sur des attaques sur vos prestataires et sur vos fournisseurs. Donc aujourd'hui, si un jour vous avez une attaque informatique, vous pouvez nous contacter alors soit via notre site web, soit via notre numéro de téléphone, le 08 06 700 111. C'est un numéro qui est valide. Enfin, vous pouvez nous appeler tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et pour vous aider en cas d'incident. Donc voilà, vous pouvez retrouver le numéro de téléphone. Et pour ma part, j'ai fini pour le côté CCERT.
Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas dans la discussion. Merci Valentin. J'ai fait plusieurs relances. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je pense on a été très clair manifestement. Il n'y a pas de points particuliers qui ont été soulevés. Hugo, Camille, est-ce que vous souhaitez rajouter un petit complément? Non, après, on a fait un premier. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais il faut laisser un petit peu de suspense pour la suite. Enfin, un petit teasing pour la suite. Donc, non, il y a pas. On a donné un petit peu les premiers niveaux. Après, oui, effectivement, sachez aujourd'hui quand même que c'est quand même un sujet d'enjeu majeur, notamment sur votre filière, qui est, je le répète, qui est quand même particulièrement exposée. Pour tout un ensemble et tout l'ensemble des considérations qu'on évoquait. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment être très très vigilant, même en tant que petit acteur entre guillemets de cette filière-là, il n'en demeure pas moins vrai que vous pouvez être particulièrement ciblé. Ok, Je confirme les dires d'Hugo et moi je veux vraiment insister sur le fait que voilà, aujourd'hui il y a tout un écosystème d'acteurs et de solutions à destination de nos régions et qu'il faut vraiment ne pas hésiter à s'appuyer dessus sur ces sujets-là. alors, très bien. Écoutez, de toute manière, ce qu'on peut faire déjà, c'est vous remercier déjà pour cette première présentation. Et puis, comme tu le disais, Hugo, on va remettre le plat. On va vous proposer d'autres webinaires d'information et d'autres articles via CCI Business pour vous sensibiliser sur les aspects cyber et peut-être aussi vous donner des exemples avec une entreprise locale de mise en œuvre des protections et de sensibilisation en fait par rapport à votre système d'information particulier. Merci encore à vous deux. Je vais laisser peut-être la parole à Magali pour vous présenter le programme du prochain webinaire sur une toute autre thématique. Et puis, en fait, sur CCI Business, on vous communiquera les dates des prochains webinaires sur la thématique cybersécurité. Oui, merci Philippe. Donc, on a un dernier webinaire qui est programmé le 2 juillet, avant la période évidemment de pause estivale. Un webinaire EPR2 sur tout ce qui est emploi et compétences, notamment avec France Travail et Eline Volta, chargée de mission intégration territoriale EPR2. Et donc, ça se déroulera donc le 2 juillet de 8h à 9h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et évidemment, on vous recommuniquera aussi le programme des prochains webinaires sur la thématique, sur le grand chantier EPR2 que nous avons pour la fin de l'année à partir de septembre. Voilà. Écoutez, à très bientôt. Merci à tous et bonne fin de journée à vous.